vais vous parler, dans la 5e leçon du module Programmation avancée, de notation de complexité. Il faut savoir qu'un programmeur, son souci n'est pas de produire un algorithme qui soit correct pour répondre à un certain problème, mais il faut qu'il se soucie de la complexité de l'algorithme qu'il propose. Donc, et pour pouvoir adopter ces notions de complexité, il faut commencer par connaître les notations de complexité. Donc, cette leçon se compose en les éléments suivants. Tout d'abord, on va énoncer quelques éléments de base abécédiques de la complexité. Puis, je vais vous présenter des notations asymptotiques de la complexité. Enfin, on va faire des applications du calcul de complexité. Alors, commençons par l'ABC de la complexité. Alors, soit P un problème à résoudre, il ne s'agit pas, comme j'ai dit, de programmer un algorithme correct, mais il faut trouver la meilleure solution du problème. Soit N, la taille de la donnée en entrée de P. S'il s'agit de rechercher un élément dans un tableau, N va être la taille du tableau. S'il s'agit d'insérer un élément dans une liste, N va être la taille des éléments de la liste, etc. Donc généralement, la taille de la donnée en entrée de P, elle au fait spécifie la taille du problème. Donc soit A1 et A2, deux algorithmes qui sont solutions au problème P. Alors, lequel choisir de ces deux algorithmes? Alors, on a besoin de modèles pour pouvoir comparer ces deux algorithmes. Donc, ces modèles s'appellent des modèles de performance des algorithmes. Donc, par exemple, mesurer la vitesse de traitement, avec quelle vitesse un algorithme fournit un certain résultat. Mesurer la taille mémoire qu'ils occupent. Quelle est la taille mémoire à la fois du code binaire résultant du programme qui code l'algorithme A1, plus la taille mémoire qui va contenir les variables de l'algorithme A1. Mesurer d'autres aspects de complexité liés par exemple au nombre de processeurs, s'il s'agit de parallélisme, liés au nombre d'accès entrée-sortie, s'il s'agit d'accès à des périphériques par exemple, le disque, des canaux de communication, donc le nombre de canaux de communication à utiliser, si par exemple il s'agit d'applications réseau, d'utilisation par exemple de sockets, le nombre de messages réseau, si on fait des envois de messages réseau, alors il faudrait par exemple penser à l'optimisation de ce nombre de messages. Donc plusieurs aspects sont à considérer, et ce, fonction du problème et du contexte du problème. Alors, il existe 5 notations asymptotiques pour pouvoir mesurer la complexité d'un algorithme. Donc, pour comparer, en fait, la vitesse de croissance de fonctions. Et mesurer les coûts des algorithmes, bien sûr. Alors, ces 5 symboles sont les suivants. Alors, ce symbole, grand O, puis petit o, puis oméga, puis θ, et puis ce symbole tilde dont on va expliquer la signification plus tard. Donc il existe 5 symboles asymptotiques de mesure de complexité algorithmique. Alors, quelles sont ces notations asymptotiques? En détail.
Alors, grand O de. Donc, mettons qu'on a deux fonctions f et g, qui sont des fonctions positives de x. On dit que fx est en grand O de g de x, c'est-à-dire a la même croissance que de g de x selon la mesure au grand O, s'il existe une constante positive et il existe un certain point x0 positif, tel que, quel que soit x supérieur à x0, pour tout élément qui est supérieur à ce point x0, on a fx borné par g de x que multiplie c. Donc, en fait, il existe une certaine constante, il existe un certain point, tel que, quels que soient les points supérieurs à ce point x, on a fx qui est borné par g de x multiplié par c. Alors, l'interprétation de grand O, c'est que f, certainement, ne croît pas avec une vitesse plus grande que g. D'où la notion de borner f. Donc f, certainement, ne croît pas à une vitesse plus grande que g. Alors, l'illustration, c'est que on a trouvé une certaine constante, c, on a trouvé un certain point x0, tel que pour tous les points supérieurs à x0, on a toujours fx qui est borné par c fois g de x. Donc, certainement f ne croît pas à une vitesse plus grande que g. Alors, il y a des exemples très connus dans la littérature. Sinus de x est en grand O de x, parce que de toute façon, sinus x ne peut pas dépasser 1, et donc on peut prendre x0 est égal à 1, et on peut prendre c est égal à 1. Donc il existe la constante c est égal à 1, x0 est égal à 1, tel que quel que soit x supérieur à 1, on a sinus x inférieur à x. Donc, ça marche. Alors, on peut faire même mieux, vu que sinus x est toujours inférieur à 1, donc on peut trouver encore une estimation plus précise de sinus x en utilisant la notation O. Alors, bien sûr, d'autres exemples existent. On peut borner au fait ce polynôme de 3e degré avec un polynôme de 5e degré. On peut borner 1 sur 1 plus x carré par 1, parce que de toute façon, quel que soit x qui grandit, par exemple, mettons x0 est égal à 1, au fait, on va voir ça qui est toujours inférieur à 1. On peut mettre aussi x0 est égal à 0. Alors, si l'on a parlé de grand O comme première mesure, là on parlera de petit o. Alors, de quoi s'agit-il? Si on a deux fonctions, f et g, positives de x. Alors, fx est égal à petit o de g de x, c'est-à-dire que, maintenant, quelles que soient les constantes positives, il existe un x0 positif, un point, tel que quels que soient les points supérieurs à x0, fx est inférieur ou égal à c fois g de x. Donc ça, c'est une condition très forte. Pour grand O de x, il s'agit d'identifier une certaine constante pour laquelle on identifie un certain point. Maintenant, dans petit o de x, c'est plus fort. Au fait, quelle que soit la constante positive, il existe forcément un point x0 tel que f de x est borné par c fois g de x. Donc, petit o de x est encore plus forte que grand O. Alors, l'interprétation, c'est que f
croît plus lentement que g quand x devient très grand. Hein? Alors, ceci peut être écrit sur la manière suivante. La limite de fx sur g de x est égale à 0 quand x tend vers l'infini. Hein? Donc, fx sur g de x tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Alors, il existe des exemples pour illustrer. On peut dire que x carré peut être donc estimé par x à la puissance 5, ce qui est une estimation assez grossière, il faut dire. Hein. On pouvait l'estimer à x à la puissance 3, plus finement. 1 sur x, alors, est toujours borné par 1, hein, puisque x tend vers l'infini. Donc la limite de 1 sur x à l'infini est 0. Donc on peut dire que 1 sur x peut être estimé par 1. Et d'autres exemples, bien sûr, existent. Par exemple, 1 sur 1 plus x carré, sa limite à plus l'infini est égale à 0. Hein. Donc, on peut faire estimer à 1. Alors, on a retrouvé que sinus x est égal à grand O de x. On retrouve encore cette condition vraie pour petit o de x. Et là, un autre exemple, hein, estimons la racine carrée par cette fonction x sur 2, cette cos de x. Bon, c'est des exemples pour illustrer qu'on peut estimer une fonction par rapport à une autre fonction en utilisant la mesure. Petit o de f. Alors, si maintenant on comparait grand O avec petit o, en fait, on avait déjà déduit que petit o donnait une condition encore plus forte, hein, donc le quel que soit c supérieur à 0, donc encore plus restrictive. Hein. Donc, par conséquence, petit o est plus précis que grand O. Hein. Donc, si par exemple on avait 1 sur 1 plus x carré est égal à grand O de 1, hein, ça veut dire en fait que 1 sur 1 plus x carré est borné, hein, quand x tend vers l'infini. Donc voilà, borné, il existe une certaine constante, telle qu'il existe un certain point, etc. Alors que, en écrivant 1 sur 1 plus x carré est égal à petit o de 1, en fait, ça veut dire que la limite de 1 sur 1 plus x carré est égale à 0. Et donc là, c'est encore plus fort. Il ne s'agit pas seulement de dire que la fonction, elle est bornée, mais que la limite de f sur g de x tend vers 0. Et là, g de x est égal à 1, donc la limite de cette fonction tend vers 0, donc ce qui est plus fort que de dire qu'elle est simplement bornée. Donc, plus fort, plus précis. Alors, on utilise grand O quand c'est suffisant de borner, f, hein, et on utilise petit o pour une estimation plus précise. Donc, ça dépend du besoin. Hein. Il se peut qu'on utilise grand O quand il s'agit simplement de borner une fonction. Hein. Mais quand borner ne suffit pas, quand on estime qu'il faut une précision encore plus fine, il faut utiliser petit o. Alors, hein, si on a traité petit o après grand O, on traite le troisième symbole d'analyse de complexité qui est oméga. Alors, toujours f et g de fonctions positives de x. F de x est égal à oméga de g de x. Hein. Alors, s'il existe une certaine constante, et il existe un certain point x0 positif, tel que, quel que soit x supérieur à x0, f de x est supérieur ou égal à c de g de x. Hein. Si on avait borné f par c fois g de x, cette fois c'est l'inverse. Hein. C'est f de x qui est supérieur ou égal à g de x. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais dans une logique négative. En fait, l'interprétation, c'est que oméga, c'est la négation de petit o. Hein. Si petit o
arrive à dire, quelle que soit la constante, alors il existe un certain point x0, tel que, quel que soit x supérieur à x0, hein, f de x est inférieur ou égal à c fois g de x, hein, et au fait, il y a une limite qui est égale à, qui tend vers 0, alors là, c'est l'inverse. Hein, et donc, c'est la négation de petit o. Donc, f de x est égal à oméga de g de x, signifie qu'au fait, f de x est égal à petit o de g de x est faux. Donc, le symbole de négation, hein, est faux. Donc, en fait, la limite, en fait, qu'on avait dit, f sur g tend vers 0, devient fausse. Donc, en fait, en disant que f est égal à oméga de g, signifie qu'en fait, f sur g ne tend pas, justement, vers 0. Hein. Donc, ça pourrait servir de spécifier cette vérité. Alors, si on a traité grand O, petit o, oméga qui est la négation de petit o, on va traiter le quatrième symbole de complexité qui est θ. Alors toujours f et g de fonctions positives de x. F de x est égal à θ de g de x. Si et seulement si, il existe deux fonctions a et b supérieures à 0. Tel que, il existe un certain point x0 positif, tel que quel que soit x supérieur à x0, alors fx est borné par a g de x et b g de x. C'est-à-dire en fait, si on a deux fonctions f et g, f est égal à θ de g de x, c'est-à-dire qu'il existe en fait deux constantes, hein, a et b positives, telles que au fait, on arrive au fait à encadrer f. On arrive à encadrer f, ok, par, ok, b fois g de x et a fois g de x. Hein? Donc, ça c'est a fois g de x et ça c'est f. Donc ça c'est en fait θ de g. Alors, l'interprétation, c'est que f et g ont la même vitesse de croissance au dépend du bon choix des constantes multiplicatives. C'est-à-dire fonction du choix en fait de a et de b, hein, cette estimation en fait, hein, peut être grossière comme elle peut être très fine. Hein. Donc bien sûr, plus a et b se rapprochent, hein, plus on arrive au fait à mieux estimer f fonction de g. Et si on choisit a et b très éloignés, ça va être une estimation grossière de f fonction de g. Alors, il existe plusieurs exemples connus de cette estimation. Donc, log n factoriel est égal à θ de L log de n. Là, on estime un polynôme quadratique, donc de second degré, avec du logarithme par le polynôme quadratique. Là, on estime la somme 1 sur i par du L log de n. Et là, on estime une somme où i est quadratique par la fonction constante 1. Hein? Alors, hein, après avoir vu 4 symboles qui sont grand O, petit o, oméga et θ, on voit le dernier symbole de notation de complexité qui est le tilde. Alors le tilde est lu asymptotiquement proportionnel à. Hein? Donc f est asymptotiquement proportionnel à g de x si et seulement si la limite de f sur g est égale à 1. Alors là, rappelez-vous petit o, hein, qui signifie au fait que la limite de f sur g est égale à 0. Là, c'est encore plus fort. C'est une contrainte forte où ça dit que la limite de f sur g n'est pas égale à 0, elle est égale à 1. Donc l'interprétation, c'est que f croît
avec la même vitesse que g. Hein? Donc cette fois, hein, si grand O dit que f peut être borné à partir d'un point x, 0, par g de x pondéré par une fonction, par une constante c. Si petit o dit que la limite de f sur g est égale à 0, le tilde, lui, il dit que la limite de f sur g est égale à 1. Hein? Donc c'est très fort, hein? Et donc c'est ça qui fait que on peut, avec asymptotiquement proportionnel, dire que f croît à la même vitesse que g. Alors, je donne quelques exemples, hein, où ici, on va estimer un polynôme quadratique en enlevant ce x, donc il suffit de l'estimer avec x carré, hein, parce que de toute façon, si on fait la limite de x carré plus x sur x carré, on va tendre vers 1, hein, puisqu'en fait x n'est pas assez considéré par rapport au x carré. X carré, il est plus rapide que x. Alors, ici, on peut estimer ce polynôme-là en enlevant en fait ces termes cos x et log x qui ne sont pas assez forts en vitesse de croissance que 2 à la puissance x. Hein. On peut donc estimer cette équation, ou ce polynôme plutôt, par un autre terme plus simple, etc. Donc, d'autres exemples, comme on a vu estimer sinus x par x, là on estime sinus 1 sur x par 1 sur x, avec la limite de sinus 1 sur x sur 1 sur x est égal à 1. Hein? Bon, un autre exemple, hein, en calculant la limite, ça suffit pour démontrer ces différents exemples. Alors, hein, on a vu 5 symboles de complexité. Le grand O, hein, qui est une estimation, on va dire, grossière. Le petit o, une estimation plus précise parce que ça donne lieu à une limite égale à 0. Oméga, qui est la négation en fait de petit o. Θ, où on va borner en fait f entre g de x que multiplie une certaine constante b et inférieurement par cette même fonction g de x que multiplie une certaine constante a. Donc on essaie de encadrer en fait la fonction. Et puis asymptotiquement proportionnel, donc le tilde, où là on donne une limite forte qui est f sur g. La limite de f sur g est égale à 1. Donc f et g croissent avec la même vitesse. Alors si maintenant on pose cette relation-là, donc que l'on note avec des supérieurs, et on définit cette relation comme est plus précis que, en fait, on peut dire que asymptotiquement proportionnel à est plus précis que θ, qui est plus précis que petit o, qui est plus précis que grand O. Donc le grand O, en fait, c'est le symbole de complexité qui est le moins précis parce qu'en fait, il s'agit juste de borner la fonction f. Par contre, l'asymptotiquement proportionnel, il est très fort parce qu'il ramène une limite f sur g est égale à 1. Il est plus fort que tous les autres symboles. Si petit o, il donne une certaine borne supérieure, quelle que soit c, donc la constante, alors θ, lui, il ne fait pas que donner une borne supérieure, il donne également une borne inférieure. Donc forcément, il est plus fort. Hein. Et tilde, lui, il donne une limite forte. Hein. Donc, voilà l'ordre de précision. L'asymptotiquement proportionnel est plus précis que θ, qui est plus précis que petit o, qui est plus précis que grand O. Alors, dans la pratique, on ne va pas toujours utiliser des ordres de notation de complexité très précis selon le besoin. En fait, en réalité, bien que grand O soit la moins précise
comme mesure de complexité, elle est la plus utilisée, car assez suffisante en pratique. C'est-à-dire qu'en pratique, en fait, il s'agit de borner une certaine fonction par une autre fonction g que multiplie une certaine constante existante. Donc, il suffit de montrer qu'il existe une certaine constante telle que f est égal à grand O de g de x. Ça suffit amplement pour pouvoir mesurer la complexité finalement d'un algorithme. Alors, on va appliquer ce calcul de complexité. Alors, on donne des appellations des ordres de grandeur courant. Si on a vu les 5 symboles de complexité, maintenant on va donner au fait des appellations d'estimation en fait, de fonctions assez connues. Alors en fait, grand O de 1 et grand O de C, quel que soit C, est appelé au fait une fonction constante. Si une fonction est en grand O de n, elle est dite linéaire. Si une fonction est en grand O de log de n, elle est dite logarithmique. Si elle est en grand O de n log de n, alors elle est dite quasi linéaire. On dit aussi elle est n log de n, par abus de langage. Si on a une fonction en grand O de log carré de n, on dit que c'est une fonction log carré. Si une fonction est en grand O de n carré, on dit qu'elle est quadratique. Si elle est en grand O de n3, on dit qu'elle est cubique. Alors, maintenant, si une fonction est en grand O de 2 à la puissance n, elle est dite exponentielle. Donc, on a vu des fonctions qui peuvent être constantes, grand O de 1 ou de c, quel que soit c, ou linéaire, grand O de n, ou logarithmique, grand O de log de n, ou quasi-linéaire, grand O de n log de n, et donc quasi-linéaire, ou bien n log de n. Elle peut être quadratique, n carré, cubique, n3, ou exponentielle, en grand O de 2 à la puissance n. Alors, maintenant, on va essayer de comparer les tendances des fonctions courantes en complexité. Donc, en fait, en pratique, on a un certain problème pour lequel on trouve un algorithme et qu'on implémente dans un langage, mettons le langage C. Maintenant, on va essayer d'estimer le temps passé pour calculer le résultat. On va trouver une certaine fonction qui formalise, au fait, ce temps de calcul. Et après avoir calculé cette fonction, on va essayer de trouver à quelle tendance cette fonction croît. En augmentant la taille de la donnée en entrée, quelle est la tendance, quelle est la forme de la vitesse de croissance de cette fonction. Est-ce que la croissance, en fait, du temps de réponse d'un algorithme est exponentielle? Est-ce qu'il est cubique? Est-ce que notre algorithme répond en temps quadratique? Est-ce que notre algorithme est quasi linéaire ou L log de n? Ou bien il est linéaire? Ou bien il est meilleur que linéaire? Il est logarithmique. Ou bien il est constant. Et là, on peut voir une certaine constante. Donc la constante, c'est clair qu'elle est plus petite que le logarithme et que le linéaire. Donc dans l'ordre de rapidité, un algorithme qui est logarithmique, il est clair qu'il est plus rapide qu'un algorithme linéaire, qui est plus rapide qu'un algorithme quasi-linéaire, etc., etc. Non, c'est inverse de l'horloge. Donc, plus on va dans l'ordre inverse de l'horloge, plus on va vers un algorithme très complexe et donc très lent pour répondre.
Alors, maintenant, si on a vu les symboles de complexité, si l'on a vu les tendances des fonctions, hein, on va essayer maintenant d'estimer le temps d'exécution d'un algorithme. Alors, soit n la taille des données soumises au programme, et soit t de n le temps d'exécution du programme. Hein. Donc là, maintenant, t de n, c'est une fonction pratique qui mesure en combien de temps l'algorithme en fait répond. Donc, par exemple, n étant la taille de la liste dans laquelle on cherche un élément, n peut être la taille d'une liste à trier, n peut être l'ordre, donc le nombre de lignes et de colonnes d'une matrice dont on calcule le carré. Hein, donc ça, c'est la taille du problème. Alors, le temps de calcul d'un certain algorithme, il est fonction de t de n, bien sûr, donc la taille du problème, mais il est aussi proportionnel au nombre p des opérations d'un programme. Hein? Il se peut que la taille des données soit fixe, mais que le nombre d'instructions dans le programme, d'un programme à un autre, soit différent. Donc il faut voir aussi, essayer d'estimer le nombre d'opérations dans un programme. Donc par exemple, recherche d'un élément E dans une liste L, P est le nombre de comparaisons entre E et les n éléments de L. On a une liste, hein, et on a un élément, et on va chercher si cet élément existe. Hein. Donc, on va comparer. Donc, par exemple, P, c'est le nombre de comparaisons entre E et les éléments de la liste. Recherche d'un élément sur disque, P est le nombre d'accès à la mémoire secondaire. Donc là, c'est un autre type d'opération qui peut être très gourmand en temps d'exécution parce qu'on accède au disque, hein, qui est de l'ordre en fait de la milliseconde. Alors que l'accès mémoire, il est de l'ordre de la microseconde, voire de la nanoseconde. Alors la multiplication de matrices, P est le nombre de multiplication et d'addition. Si on multiplie de matrices, ben on a un certain nombre d'opérations de multiplication d'addition. On doit estimer le nombre de ces opérations afin d'estimer le temps de calcul de l'algorithme. Alors, par exemple, pour une certaine séquence, le nombre d'opérations P de cette séquence, ben en fait, c'est la somme du nombre d'opérations pour chaque élément de la séquence. Donc, une séquence, c'est une série d'instructions. Okay? Pour chaque instruction, on a un certain nombre d'opérations, donc que l'on nomme au fait P de EI. Hein? Donc, si on nomme le nombre d'opérations pour chaque instruction, ben on aboutit au fait au nombre d'opérations pour la séquence. Hein? Si on a instruction 1, instruction 2, etc., instruction N, et chaque instruction a des opérations. Hein? Ben, en fait, on va dénombrer le nombre d'opérations pour chaque instruction, ce que l'on note par P de EI. Hein? Donc le nombre d'opérations pour l'instruction, au fait, EI. Si l'on met un E, ça va coller avec notre slide. Hein? Et donc, si on somme, au fait, donc P de EI par exemple ici, mettons, en fait, on a 10 opérations. Hein? Ben, si l'on nomme P de E1, P de E2, P de EN, etc., ben, on aura, au fait, le nombre d'opérations pour la séquence d'instruction. Si on a un si, alors sinon, il y a un temps d'exécution de la comparaison et puis un temps d'exécution de I1 ou de I2 selon la condition. Alors ça s'explique par le temps de calcul de la comparaison plus le maximum de nombre d'opérations de I1 et de I2 parce que l'on passe ou là ou là. Pour une boucle, c'est similaire à un certain ensemble d'instructions. Hein, donc, c'est la somme du nombre d'opérations pour chaque itération. Donc là, c'est plus une instruction, c'est une itération qui peut englober plusieurs instructions. Donc, c'est la somme du nombre d'opérations pour chaque itération IJ, où IJ étant la ième itération de la boucle. Alors, le nombre d'opérations pour une certaine fonction, hein,
s'écrit en fonction de P de Fk, hein, K étant le paramètre, hein, à l'instant I, pour une procédure ou une fonction récursive par résolution d'équations récurrentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une fonction récursive, il ne suffit pas de dénombrer le nombre d'opérations pour un seul appel, mais il faut dénombrer combien il y a d'appels récursifs, et pour chaque appel récursif, ben en fait, dénombrer en combien d'opérations on résout l'appel récursif. Et donc, ça se résout par des équations récurrentes que l'on va voir pendant la leçon d'optimisation d'équations récursives. Alors, maintenant, si on a estimé le nombre d'opérations, il faut revenir au temps donc d'exécution de l'algorithme pour estimer en combien de temps l'algorithme il converge. Par exemple, pour une opération de lecture, d'écriture ou d'affectation, quelle que soit la taille de la donnée, hein, on pose que c'est quasi constant. Hein, donc O de 1. Donc ça, c'est posé. Pour une séquence, au fait, d'instructions, au fait, pour estimer le temps d'exécution, on va plutôt voir quelle est l'instruction qui prend le plus de temps. Hein, et donc, pour une séquence, au fait, d'instructions, on va prendre, en fait, la plus forte complexité parmi les instructions de la séquence. C'est ça qui va estimer le temps d'exécution d'une séquence. Pour un if then else, c'est pareil que pour dénombrer le nombre d'opérations. On prend le temps d'exécution de la condition plus le maximum du temps d'exécution au fait de AI, donc de la branche A1 ou de la branche A2. Donc là, en fait, on maximise entre ces deux branches. Alors, pour une boucle for, c'est la somme, au fait, du temps d'exécution pour chaque itération. Si c'est une boucle while, le problème est de comment dénombrer le nombre de fois qu'on passe dans la boucle while. Hein. Donc, en fait, c'est en O de NB fois T de C, N, plus, donc là, en fait, on estime le nombre d'itérations fois, en fait, le temps proportionnel au calcul de la condition, plus, bien sûr, en fait, le coût de chaque itération de 1 à NB. Hein. Donc là, en fait, combien de fois on évalue la condition et combien de fois on itère. Et donc, pour chaque itération, on comptabilise le temps effectué par l'itération. Donc, où NB est l'estimation du nombre maximum d'itérations. Alors, pour un appel récursif, là aussi, on estime, comme on a estimé le nombre d'opérations pour une fonction récursive, on estime le temps proportionnel par rapport à la fonction récurrente. Donc, un exemple de calcul de complexité, la factorielle. Alors, la factorielle, on l'a déjà vu, si n est inférieur à 1, on retourne 1, sinon on retourne n fois factorielle de n-1. Bien sûr, comme précondition, n doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici, pour 1, en fait, c'est quasi constant. Hein, donc on a une constante, donc c'est immédiat. Pour n, on fait une hypothèse, on dit qu'en fait, c'est fonction de t de n-1 plus une certaine constante, et on va résoudre la fonction récurrente, hein, et on va trouver au fait que t de n, c'est une constante plus n-1 fois une certaine constante, et au fait, on va converger à ce que t de n est égal à grand O de n. Donc, la factorielle est linéaire. Alors, pour certains problèmes, le temps ne dépend pas seulement de la taille de la donnée, mais aussi de la donnée elle-même. Par exemple, quand on recherche un élément dans un tableau, on peut le trouver en première comme à la dernière place. Alors, il y a d'autres mesures concernant la complexité minimale, la complexité au pire des cas, et la complexité moyenne, qui est au fait la pondération de donc la complexité fois la probabilité de trouver cette complexité. Alors, la complexité moyenne est encadrée entre la complexité minimale et la complexité maximale. Alors, on peut, comme exercice, vous demander de trouver la complexité en moyenne de recherche d'un élément dans un tableau. Hein. On a dit que c'est la somme de la probabilité de répondre avec un i fois i. Hein. Donc la probabilité de trouver un élément à la position i, c'est 1 sur n. Donc c'est 1 sur n que multiplie
la somme des i. Hein. Et la somme des i, ça donne 1 sur n, hein, fois quelque chose qui ressemble à n carré. Donc c'est n, plus formellement, c'est n fois n moins 1 sur 2, hein, qui est en haut de n carré. Ce n carré avec ce n, ben, au fait, il est réduit. On trouve au fait que la recherche, en moyenne, elle est linéaire. Pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien MedNetu.